Bonjour, nous allons commencer dans 2 minutes. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Donc, pour cette nouvelle session, je suis Olivier Acide, associé chez PwC. Donc, c'est la session numéro 4 sur la continuité d'activité. Je vous demanderai donc quelques règles, de bien couper vos micros et vos caméras si possible. Euh, Vous avez un chat sur Hangout qui vous permet de poser vos questions. D'ailleurs, n'hésitez pas aussi, si vous souhaitez prendre la parole, à nous le faire savoir. Je vous donnerai volontiers la parole. Et puis, un dernier rappel qui me semble important, cette conférence est enregistrée. Donc, comme chaque session, nous commencerons par un point d'actualité qui sera effectué par Anna et Simon. On aura ensuite une session, donc, comme j'ai pu vous l'indiquer, sur la continuité d'activité, à la fois avec une intervention d'un de nos consultants et experts en continuité d'activité, et puis un retour d'expérience très intéressant, certainement de la part de RTE sur le sujet. Et puis, comme à chaque fois, nous aurons une séance de questions-réponses. Donc, l'équipe aujourd'hui, donc c'est moi-même, Olivier Acide, donc je suis associé sur la partie gestion de crise et résilience. Simon Lamy, qui est un spécialiste et qui nous accompagne sur tout ce qui est évidemment infrastructure et électricité. Anna Cole, qui est une spécialiste en intelligence économique et qui réalise pour vous donc la veille. Julien Muller, qui est donc notre expert en matière de continuité d'activité et que je salue. Et puis, nous avons une guest star, si je peux me permettre de parler ainsi, François-Xavier Détras, qui est donc qui coordonne et qui est le correspondant de la cellule de crise de RTE et qui nous fera donc part de son retour d'expérience. Donc, nous allons commencer dès maintenant par les points marquants de l'actualité. Anna, je te cède la parole. Merci Olivier, bonjour à tous. Nous commençons comme toujours avec une petite point sur la situation sanitaire pour dire que les chiffres de l'université de Johns Hopkins aux États-Unis ont dépassé les 3 millions de cas confirmés et 200 000 morts dans le monde aujourd'hui. Les chiffres de l'OMS restent en dessous, mais devront passer ce cas dans la semaine probablement. Pour faire un focus sur les mesures de confinement et de déconfinement dans le monde, à partir du 4 mai, le Nigeria a prévu d'assouplir ses mesures de confinement au territoire de la capitale fédérale, ainsi que dans les États de Lagos et d'Ogun. La Cour suprême de Malawi a repoussé à demain la décision sur la mise en place des mesures de confinement dans le pays, une décision qui aurait dû être faite ce week-end passé, ce week-end dernier. En France, le Premier ministre Édouard Philippe présente le plan de déconfinement de la France actuellement devant l'Assemblée nationale, avec une deuxième phase de déconfinement progressif qui devrait durer jusqu'au 2 juin. En Turquie,
Ils ont annoncé hier qu'un confinement de 3 jours, du 1er au 3 mai, a été prévu pour le week-end prochain, à l'issue d'un confinement de 4 jours le week-end dernier. 240 nouveaux cas ont été détectés en Afghanistan hier, ce qui représente le plus grand nombre de cas dans un jour identifiés en Afghanistan depuis le début de la crise de coronavirus. Et en Asie, des journalistes de Reuters ont révélé que le nombre de morts dus au Covid-19 en Indonésie peut être largement sous-estimé. Aujourd'hui, le pays revendique autour de 760 morts, mais les journalistes ont identifié plus que 2000 morts dans le mois passé avec des symptômes de Covid-19. Donc, il est imaginable que l'Indonésie soit le plus grand foyer de virus en Asie après la Chine. Ça, c'est une possibilité. Passons au prochain slide, Olivier, s'il te plaît. Merci. Donc, un point sur le prix de pétrole est en chute historique de la semaine dernière. Déjà, nous voyons une tendance à la baisse du prix de pétrole depuis janvier, mais lundi dernier, donc le 20 avril, le WTI ou West Texas Intermediate benchmark de pétrole est pour la première fois passé en négatif à moins 37 $ le baril, un peu plus même. Donc, les contrats à terme du mois de mai arrivaient à l'échéance le lendemain, le mardi 21, ce qui a précipité la chute de ce cours. Ces dernières semaines, la production de pétrole n'a pas suffisamment baissé pour coïncider avec la forte baisse de la demande suite aux mesures de confinement global partout dans le monde, et ce, malgré l'accord de l'OPEC, de la Russie et des États-Unis et Canada pour réduire de plus de 13 millions de barils la production quotidienne. Immédiatement après, les économies dépendantes des revenus de pétrole ont été impactées. La semaine dernière, le Nigeria a fait une demande de 7 milliards de dollars en fonds auprès du FMI, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et aussi la Banque islamique de développement. Et hier, le FMI a alloué 147 millions de dollars d'aide au Gabon. Et la volatilité de ce cours risque de persister dans les mois qui viennent, parce que le Fonds pétrolier des États-Unis a annoncé hier qu'il vendait l'ensemble de ses contrats à terme de juin d'ici jeudi pour investir dans des produits à plus long terme. Et les prix ils ont chuté de nouveau avec une chute de 25% du WTI hier et de 6,8% pour le Brent. Donc, c'est une volatilité qui va durer pour les mois à venir. Et je pense que pour ma part, c'est fini. Je pense que je passe la parole à Yacine, du coup, qui va... Bonjour à tous. Alors effectivement, Simon a eu un petit empêchement de dernière minute. Je suis là pour le remplacer. Je suis Yacine Teba, manager Energy Utilities, et je vous commenterai du coup l'actualité. Comme pour chaque session, nous avons sélectionné quelques news mondiales qui illustrent l'impact du Covid-19 sur le secteur de l'énergie, plus précisément sur les systèmes et marchés électriques. Pour cette session, nous vous présenterons les points marquants à travers 6 informations. La première actualité, elle concerne une information citée par un cabinet d'économistes. Concernant la zone Asie-Pacifique, elle relève une vague de retardement ou d'annulation de projets ENR, notamment solaires et éoliens, au cours des 5 prochaines années, pour une capacité totale de 150 gigawatts. Alors, c'est quelque chose qu'on commence à voir de plus en plus. Les raisons évoquées rejoignent celles qui ont été discutées lors des précédentes sessions. Il s'agit principalement de la récession économique annoncée sur les prochaines années, qui remet mécaniquement en question la demande en électricité. Et puis, il y a le deuxième phénomène qui est celui de la baisse du pétrole, on vient d'en parler, qui ralentit aussi le développement des énergies renouvelables. Donc, c'est la combinaison de ces deux éléments-là qui peut expliquer, en tout cas, ce ralentissement, voire qui peut se transformer dans les prochains jours, voire les prochains mois, des annulations de projets. La deuxième actualité nous vient de Namibie. Nous avions expliqué lors de la dernière session que le tarif de l'électricité constituait un des leviers de gestion de la crise Covid-19.
notamment à travers son volet ou sa composante sociale et sa contribution au maintien du pouvoir d'achat des ménages. C'est dans ce sens, au fait, que là, on voit une des initiatives qu'a pris le régulateur namibien en décidant de figer le prix du kilowattheure sur toute la période 2020-2021. La troisième actualité, nous avons pris le cas du Royaume-Uni, mais je pense que c'est un phénomène qu'on peut observer dans plusieurs autres pays européens, notamment sur le marché, et qui habituellement, on a les prix négatifs qui sont enregistrés sur les marchés pendant les périodes de fin d'année. Et depuis quelques années, ça s'est développé avec l'arrivée et l'intégration croissante des énergies renouvelables dans les systèmes électriques. Là, on a un nouveau phénomène qui se développe ces derniers jours avec la baisse de la demande d'énergie qui est engendrée par les mesures de confinement. On voit qu'elle impacte et qu'elle vient perturber les marchés électriques avec des records de prix négatifs qui ont été enregistrés sur les derniers jours. Notre quatrième info nous vient du Brésil. Elle illustre les dispositifs de soutien qui commencent à apparaître et qui peuvent toucher le secteur d'électricité. Les sociétés d'électricité constituent des opérateurs d'importance vitale dans tous les pays et les gouvernements envisagent des plans d'urgence pour sauver ces entreprises énergétiques qui sont souvent en difficulté ou qui démontrent certaines faiblesses financières ou au niveau de leur trésorerie en ces situations exceptionnelles. Notre cinquième article sélectionné parle justement de ces conséquences financières de la crise du Covid-19 sur les opérateurs électriques. Il présente le cas d'un opérateur indonésien, donc PLN, qui rencontre des difficultés de liquidité et qui se voit aidé par l'État. Donc cette situation, on l'avait discuté lors de la précédente session. Elle s'explique d'une part par les dépenses, le niveau de dépenses à maintenir quand on est opérateur électrique à travers le paiement des fournisseurs. Donc, on est incité à payer nos fournisseurs dans les délais. Et puis, on doit engager aussi les contrats, engager nos contrats take-or-pay. Donc, on doit répondre à nos engagements contractuels. Et puis, d'autre part, il y a les ressources qui diminuent à cause de la baisse de la demande, comme on a vu tout à l'heure. La dernière actualité, elle concerne un autre exemple de projet retardé. Donc là, cette fois, c'est la région de New York qui a suspendu son projet de mise aux enchères d'une capacité éolienne offshore de 2,5 gigawatts. C'est une capacité. Ce qui démontre que même les régions les plus riches sont confrontées au même titre que les régions les moins riches aux impacts de cette crise. Voilà, je pense qu'avec ces actualités, on voit un peu le panorama de ce qui se passe au niveau du secteur électrique. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Yacine. Donc, je vous propose de passer à la nouvelle session donc, sur les enjeux de la continuité d'activité qui sera animée à la fois par Julien Muller de PwC, mais aussi François-Xavier Détraz. Julien, la parole est à toi, mais avant de te donner la parole, je vous rappelle, vous pouvez utiliser votre chat pour poser des questions ou demander la parole, évidemment, on se fera un plaisir de vous la donner. Julien, à toi de… Merci Olivier, bonjour à tous. Donc effectivement, je suis Julien Muller, je suis directeur au sein de PwC en charge des sujets résilience et gestion de crise. Et donc j'ai le plaisir d'échanger avec vous aujourd'hui sur les dispositifs de continuité d'activité, notamment face à la situation actuelle et donc à la crise du Covid-19. Premier point que je voulais partager avec vous, c'est cette crise du Covid-19 qui est donc qui a un des impacts sanitaires et qui est une crise pandémique, entraîne des indisponibilités qui ne sont pas forcément celles que l'on s'attendait à avoir lorsqu'on réfléchissait aux crises pandémiques par le passé, puisque aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est que
cette crise du Covid-19, elle a surtout un impact sur la disponibilité des lieux de travail liés au confinement, en fait, aux stratégies mises en œuvre par les gouvernements pour gérer cette crise-là. Donc, indisponibilité des lieux de travail et tous les sites sites opérationnels également. Elles peuvent également avoir un impact, ce qu'on constate, sur la disponibilité des partenaires ou des prestataires pour différentes raisons. Il y a les difficultés liées au déplacement des personnes, mais également la fragilisation du tissu économique qui va aller en s'aggravant dans les semaines et mois qui viennent. Et effectivement, une potentielle indisponibilité des collaborateurs, frappés même par la pandémie, même si c'est pas ce qu'on observe le plus, ou en tout cas pas dans la même intensité que ce que l'on pouvait imaginer lorsqu'on pensait au plan pandémie, où on imaginait des scénarios avec 50%, 60% des collaborateurs indisponibles, ce qui engendre des disruptions assez fortes sur l'activité, ce qui n'est pas le cas dans la crise actuelle. Et ce que l'on observe nous, chez nos clients, on intervient auprès de nos clients à la fois en revue ou audit des dispositifs existants et également en un rôle de conseil sur l'élaboration ou l'amélioration de leurs dispositifs. On observe plusieurs choses qui sont d'ailleurs pas uniquement spécifiques au secteur de l'énergie, mais on observe soit que les PCA qui existent ne couvrent pas toujours l'intégralité de l'organisation. On a souvent des PCA qui sont rédigés à un niveau opérationnel, qui est un niveau vital pour l'organisation, pas forcément au niveau des fonctions support et des activités sièges, où là les PCA sont souvent moins développés, et pourtant sont des fonctions qui sont également impactées par la crise. On observe également que les PCA qui avaient été élaborés, les PCA pandémie notamment, ne correspondent pas là aux besoins de la crise. Comme je disais, les impacts sont pas tant sur l'indisponibilité des collaborateurs que sur les impacts liés à cette stratégie de confinement et à la disponibilité des lieux de travail. Dernier point aussi que l'on constate, toujours sur les plans pandémie, c'est qu'ils ne sont pas forcément à jour et que du coup, les données contenues dans ces plans, lorsqu'on essaie de les utiliser aujourd'hui, ne reflètent plus la réalité de l'organisation et que donc ils ne sont pas adaptés à la situation actuelle. Ce qui renforce une conviction que l'on avait déjà, mais qui est renforcée là dans le cadre de la crise, c'est que les plans de continuité, la façon dont les plans de continuité sont élaborés, sont développés, historiquement, je dirais que les plans de continuité d'activité étaient élaborés sur la base de scénarios précis. On avait souvent des plans pandémie, on avait des plans inondation, par exemple, et ça permet pas, et on se rend compte là dans le cadre de la crise du Covid avec les clients que l'on accompagne, ce sont des plans qui du coup sont sans doute trop rigides par rapport à la réalité de la situation et à la crise. Et donc on a du mal ou même dans la capacité d'utiliser des plans pandémie qui avaient été calibrés, définis pour un scénario bien précis et qui, face à la situation qui ne correspond pas à ce scénario, les actions prévues ne correspondent pas non plus exactement à ces besoins-là. Donc ça, c'est un premier point, ce qui fait que nous, notre conviction, c'est qu'il faut vraiment plutôt travailler sur les sujets de continuité en se basant sur les conséquences et non pas sur la cause. Et donc, plutôt travailler sur les sujets de continuité sur la base des indisponibilités, des ressources majeures pour l'entreprise. Et donc, on regarde notamment l'indisponibilité des lieux de travail, des outils de production, l'indisponibilité des collaborateurs. Un point qui est essentiel et qui est souvent assez mal regardé, c'est aussi l'indisponibilité des partenaires ou des prestataires, notamment lorsqu'il y a toute partie d'une de vos activités qui est réalisée ou sur lequel des prestataires interviennent. Quid de la réalisation de cette activité lorsque ce prestataire vient faire défaut pour quelque raison que ce soit. Et puis le dernier point, alors qui moins un impact direct dans la crise actuelle, mais qui est un constat que l'on fait aussi, c'est que il est aussi nécessaire de travailler sur la disponibilité des systèmes d'information ou de données, et puis pas que sur la disponibilité classique des systèmes d'information suite à une erreur informatique, mais aussi en cas d'attaque informatique, un phénomène qui peut être renforcé dans la crise actuelle, mais qui n'est pas directement lié à la crise actuelle. Olivier, si tu peux avancer, merci beaucoup. Donc, partant de ce constat, du fait que les plans de continuité d'activité existants ne couvrent pas forcément toute l'organisation, ne sont pas complètement adaptés à la situation actuelle et ne sont pas à jour. Ce qui nous semble important de signaler, c'est que
c'est pas lors de la crise qu'il faut se mettre à essayer de redévelopper en profondeur son dispositif ou voire de le développer pour des nouveaux acteurs qui seraient arrivés récemment sur le marché, qui n'ont pas encore tous ces outils-là. C'est effectivement des projets qui sont des projets long terme sur lesquels on a besoin de mobiliser fortement les collaborateurs dans une période où on a sans doute un peu moins de disponibilité de certains collaborateurs et on est obligé de concentrer l'activité sur les activités essentielles ou vitales. Ça nous semble compliqué et pas forcément le moment opportun pour lancer tout un projet de continuité d'activité qui, vous voyez en illustration, est quand même un dispositif assez lourd, normé, sur lequel il y a beaucoup de documentation à prévoir. Cependant, la situation actuelle amène à se poser des questions qui sont au cœur en fait, de la réflexion de la continuité d'activité, sur laquelle on va revenir, qui sont effectivement mes activités critiques, les ressources dont j'ai besoin, les solutions que je peux mettre en œuvre pour mobiliser ces ressources. Et ça, c'est des questions que toutes les entreprises se posent aujourd'hui, aidées par des PCA existants qui aient pu déjà identifier un certain nombre de choses. Et ce qui nous semble vraiment clé dans la situation actuelle, c'est d'avoir la capacité de tracer justement toutes ces initiatives qui sont prises aujourd'hui pour assez rapidement en fait faire un retour d'expérience sur ce qui a été mis en œuvre, sur ce qui a fonctionné, sur ce qui a moins bien fonctionné, sur ce qui a été réalisé mais qui reste à améliorer, pour que suite à la crise, vous soyez en capacité d'enrichir, d'améliorer, de développer vos plans de continuité d'activité afin d'améliorer vos capacités de réponse pour les futures crises. Mais pas d'essayer de développer un processus de continuité d'activité qui est un projet sans doute trop mobilisateur de ressources dans la situation actuelle. Justement, les questions clés que nos clients se posent et que vous posez sans doute dans le cadre de la situation actuelle, et Olivier, si tu peux passer à la slide suivante. On a essayé de faire simple, on identifie trois grandes questions là, lorsque la crise est arrivée. On a identifié trois vraiment questions clés que se posent les organisations. Premièrement, c'est quelles sont mes activités prioritaires, et d'ailleurs François-Xavier reviendra dessus en donnant l'exemple de RTE, et c'est vraiment intéressant de voir tout ce travail-là d'identification des activités vitales, essentielles, en tout cas prioritaires pour la continuité de votre activité. On se pose également la question derrière de quelles sont les ressources dont ces activités vitales pour mon organisation, quelles sont les ressources indispensables à la continuité de ces activités, c'est-à-dire de combien de personnes j'ai besoin pour réaliser l'activité, de quels équipements j'ai besoin pour qu'elle puisse réaliser son activité, les systèmes d'information dont j'ai besoin, les éventuels prestataires qui sont indispensables à la réalisation de cette activité. Quelles sont vraiment les ressources clés pour en assurer la continuité. Et derrière, quelles sont les solutions qui s'offrent à moi? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour justement assurer la mobilisation de ces ressources afin d'assurer la continuité de mes activités? Ça, c'est vraiment les trois premières questions essentielles qui sont des questions clés au cœur du dispositif de continuité, qui sont du coup, là, au travers de la crise, revues par les organisations et qui permettront derrière d'améliorer, d'enrichir le dispositif de continuité existant. Il y a trois autres questions aussi qui commencent à venir et qui dépendent aussi de l'avancement de la crise dans les différents pays dans lesquels vous êtes. Il y a une première question sur l'anticipation de l'évolution de la situation. On le voit bien, il y a beaucoup d'incertitudes autour de l'évolution de cette crise. Donc, il est aussi essentiel, passer les premières décisions, de vraiment garder cette capacité d'anticipation, sur la base de différents scénarios d'évolution au sein de vos différents territoires de la crise. Et en face de ces différents scénarios, de prévoir aussi les dispositifs de continuité qui permettent de répondre à ces évolutions-là. Autre question qui se pose quand on avance un peu dans la crise, que se posent nos clients, en France c'est notamment le cas actuellement, c'est comment préparer le retour à la normale. En France, on aborde bientôt le déconfinement, donc comment préparer le retour à la normale des activités, comment sortir justement du mode crise, qui est toujours une étape très difficile dans le cadre de la continuité d'activité. Comment rentrer en mode crise, ça se fait plutôt assez facilement. Par contre, en sortir, c'est toujours assez compliqué, donc il faut bien l'anticiper. Et comme je le disais tout à l'heure, bien prévoir également
les activités de retour d'expérience à chaud là, sur la fin de la crise, et puis après prendre le temps un peu plus tard de se reposer pour voir ce qui a bien fonctionné, ce qui doit être amélioré pour renforcer vos capacités de réponse à l'avenir. C'est vraiment les principales questions que se posent nos clients aujourd'hui. Tu peux avancer, Lucie, s'il te plaît. Oui, merci. PwC, au niveau mondial, a créé ce petit questionnaire là dans le cadre de la situation actuelle. Donc, on vous livre des réponses qui sont des réponses du secteur de l'énergie, où on s'aperçoit sur ce secteur-là que les actions, toutes les différentes actions de gestion de crise et de continuité d'activité sont en cours au niveau des acteurs. On a déjà largement dépassé le stade de l'initiation de ces activités, de ces actions, excusez-moi, et on est vraiment en cours ou déjà déployé. Donc on s'aperçoit, et c'est vrai pour le secteur de l'énergie, c'est vrai pour d'autres secteurs, mais particulièrement pour le secteur de l'énergie, on est quand même sur un secteur où vous êtes préparés avec souvent des obligations qui existent sur l'organisation de la résilience de vos activités. Et donc, ce sont des actions que vous avez déjà initiées, sans doute en étant obligé d'adapter les plans qui étaient initialement prévus, puisque la crise est très particulière. Ce que je vous propose, c'est sur ces différents aspects, peut-être de revenir sur quelques points intéressants en matière de continuité d'activité. Et du coup, Olivier, si tu peux passer sur la slide suivante. Merci. Oui, quelques points des points sur la gestion de crise, sur que faire quand on est en train de déployer justement ces actions de crise et de résilience, et bien s'assurer, ça c'est très important, ça concourt à l'agilité de l'organisation, c'est bien s'assurer que les personnes qui aujourd'hui travaillent là, dans les cellules de crise, travaillent sur les dispositifs de continuité de l'activité, travaillent ensemble et ont le bon niveau et le bon support pour pouvoir prendre des décisions rapidement face à l'évolution de la situation. Et c'est vraiment le point clé du dispositif de continuité à avoir, ou en tout cas des réflexions à avoir là, dans le cadre de la gestion de crise. C'est l'agilité de l'organisation et la capacité de l'organisation à réagir rapidement face à l'évolution de la situation. Et c'est aussi quelque chose, ça c'est le deuxième point, ce qu'on constate, et c'est vrai que cette crise, comme d'autres, et particulièrement ici, c'est la nécessité aussi d'organiser le travail sur ces sujets-là de manière transverse au sein de l'organisation. On ne peut pas répondre à la situation en silo, et donc il est très important de pouvoir, même si c'est difficile dans la situation actuelle, de pouvoir travailler ensemble et de rassembler l'ensemble des activités de l'organisation, de les rassembler pour travailler sur les solutions de continuité d'activité à mettre en œuvre, avec un point en sortie qui est vraiment clé, c'est la communication. Il est primordial de prendre du coup les initiatives et les actions pour assurer la continuité de l'activité. Il est essentiel aussi de pouvoir bien communiquer ces actions à la fois en interne pour assurer la mobilisation des collaborateurs qui sont également inquiets face à la situation et aux risques qu'ils peuvent prendre dans le cadre de leurs activités, et puis de pouvoir communiquer et de rassurer aussi à la fois les clients, les partenaires, les régulateurs sur le fait que les dispositifs de continuité et les actions, les initiatives en matière de continuité d'activité que vous prenez permettent à la fois de garantir la performance du service tout en assurant la sécurité des personnes et puis des clients. Ça c'est vraiment des points importants. Sur la partie ressources humaines, en termes de continuité, ce qu'on constate également, c'est que cette crise du Covid-19 bouleverse les conditions de travail. Entre les personnes qui doivent rester chez elles et faire du télétravail, les personnes qui doivent se déplacer sur site dans les conditions actuelles avec les risques actuels et la nécessité de mettre en œuvre un certain nombre de gestes barrières notamment et de leur fournir un certain nombre d'équipements. Tout ça, ce sont vraiment des aspects à prendre en compte dans les dispositifs de continuité d'activité, chose qui n'était pas forcément le cas dans les plans pandémie existants, pas toujours. Donc ça, c'est vraiment des éléments en termes de ressources humaines qui sont clés, c'est de développer les solutions de quantité adaptées en fait aux conditions de travail imposées par la crise actuelle.
Et bien sûr, s'assurer que ces décisions qui sont prises à votre niveau s'inscrivent bien à la minima dans les obligations et dans les contraintes, dans les directives gouvernementales qui sont fixées par chaque pays. Il faut, oui, merci Olivier. Si on avance sur la partie opération, notamment, ce qu'on constate, c'est il y a effectivement des risques, on en a parlé tout à l'heure, des risques notamment liés à la supply chain, et qu'il est nécessaire d'identifier, d'anticiper surtout en fait ces sujets-là. Il y a sans doute des solutions qui avaient déjà été préidentifiées, qui existaient dans le cadre de la situation actuelle et des contraintes économiques qui pèsent sur les différents acteurs. Ce sont des impacts potentiels pour votre continuité d'activité qu'il est nécessaire d'anticiper et sur lesquels vous devez aussi prévoir des dispositifs de continuité pour vous assurer que même en cas de défaut d'un fournisseur, d'un prestataire, votre activité puisse continuer à fournir le service demandé. Et il est nécessaire également d'anticiper et puis de documenter aussi ces solutions de secours. Encore une fois, également, ça permettra derrière d'enrichir le dispositif de continuité tel qu'il avait été conçu initialement et qui nécessite des adaptations par rapport à la réalité de cette crise. Vous aviez également déjà eu, je crois, une session sur les sujets financiers, donc je ne vais pas m'étendre trop sur le sujet. On voit bien qu'il y a des sujets de trésorerie dans la crise actuelle, et donc qui sont des sujets éminemment de continuité. C'est indispensable pour assurer la continuité de vos activités. Donc, il faut bien prendre en compte ces éléments-là aussi dans vos réflexions sur la continuité d'activité. La partie indisponibilité des ressources financières est clé également pour la continuité. Il y a cette partie trésorerie, mais il y a également, et c'est là où on voit les entreprises les entreprises sur lesquelles les PCA sont le moins développées sont souvent sur les activités de siège support, et donc les activités finance en font partie. C'est arriver à prévoir les capacités aussi au niveau des équipes pour assurer la continuité de ces activités-là qui sont quand même essentielles à la poursuite de votre activité. Tu peux avancer, Olivier, s'il te plaît. Merci. Dans les derniers points aussi qui nous semblent importants en termes de continuité d'activité, il faut bien également prendre en compte les impacts liés aux évolutions, notamment en matière fiscale et au niveau des douanes sur les éventuelles restrictions au niveau des marchandises, puisque les flux sont quand même très limités avec des réglementations strictes, et donc ça peut également avoir un impact sur votre continuité d'activité. Donc il est nécessaire d'anticiper ces sujets-là, de déterminer les impacts potentiels et de mettre en place des solutions de continuité qui doivent vous permettre de contourner ces nouvelles contraintes. Enfin, cette crise-là, en termes de continuité, elle a aussi un enjeu. Il y a aussi des enjeux stratégiques pour les organisations que l'on accompagne. Et donc, il est vraiment nécessaire dans le cadre de la continuité, d'anticiper ces sujets-là, de bien identifier, analyser les impacts stratégiques que pose cette crise-là, les attentes des clients, des partenaires, des régulateurs sont différentes pendant la crise de ce qu'elles étaient avant la crise, et il est fort probable que post-crise, ces attentes-là soient profondément modifiées. Et donc les dispositifs de continuité d'activité que vous mettez en place doivent également permettre de répondre en fait à ces attentes, qu'elles soient des attentes au niveau des clients ou des partenaires ou même des régulateurs. Il faut pouvoir répondre à ces attentes maintenant, et donc assurer un dispositif de continuité qui vous permettent de répondre à ces attentes avec le niveau de service attendu et de qualité et de sécurité du service attendu, et également d'anticiper, encore une fois, toujours sur les sujets d'agilité, d'anticiper sur post-crise l'évolution de ces attentes-là vis-à-vis de vous, et donc de pouvoir prévoir un retour à la normale qui ne va pas se faire forcément sur les mêmes modalités qui existaient avant la crise, mais sur des nouvelles modalités qui restent clairement à identifier. Donc ça, voilà, c'est des changements stratégiques qui sont également clés à prendre en compte dans les aspects de continuité. Donc, je vais m'en arrêter là, juste pour vous dire que
les dispositifs de continuité d'activité sont complètement imbriqués avec la gestion de crise et sont des discussions qui sont totalement transverses à l'organisation, qui impactent toutes les fonctions, à la fois opérationnelles et fonctions de support, et il est vraiment clé aussi pour gérer cette crise de pouvoir capitaliser sur toutes les actions qui sont prises maintenant pour demain pouvoir enrichir ces plans, toujours dans l'optique d'améliorer l'agilité de l'organisation et de renforcer sa capacité de résilience et de sa capacité à faire face à des crises qui sont toujours plus surprenantes les unes que les autres et dont les impacts ne sont pas toujours ceux qu'on identifie en amont. Voilà, merci Olivier. Merci beaucoup, Julien, pour ton intervention. Alors, nous avons le plaisir d'accueillir François-Xavier Détraz, qui est correspondant de la cellule de crise pour RTE. Donc, François-Xavier, bonjour. Je vous cède avec grand plaisir la parole. Bonjour à tous. Donc, François-Xavier Détraz, je suis ingénieur chez RTE, qui est le gestionnaire de réseau de transport d'électricité français. Alors, je vous propose d'illustrer tout ce qui vient d'être exposé avec le plan de continuité d'RTE. Alors, une des premières mesures qui est prise et qui était planifiée au sein de RTE, c'était de découper les différentes fonctions de tous les employés de RTE en 3 grandes catégories. Alors, la première catégorie, c'est la catégorie des fonctions vitales. La seconde catégorie, ce sont les fonctions essentielles. Et la troisième catégorie, c'est tout le reste des salariés. Alors, qu'est-ce que les fonctions vitales qui sont identifiées à RTE? C'est l'ensemble des postes occupés par les employés qui assurent le bon fonctionnement du réseau électrique français et sa sécurité, en lien avec son statut, d'ailleurs, d'opérateur d'importance vitale en France. Pour décliner plus en détail, qu'est-ce que ça contient, ces fonctions vitales? Alors, ça contient tout ce qui est autour de l'exploitation, mais resserré au niveau des activités de conduite en temps réel, donc typiquement les dispatching, ainsi que quelques tâches autour du temps réel, telles que la planification à court terme du réseau et l'équilibre offre-demande, qui est aussi une activité temps réel, avec sa planification à court terme. Donc ça, c'est pour la partie exploitation. Ensuite, il y a la partie maintenance. Ça, c'est tous les agents qui peuvent intervenir sur l'ensemble du territoire auprès des actifs, c'est-à-dire auprès des liaisons, des postes électriques, des transformateurs, de tous les équipements RTE qui permettent de transporter l'énergie électrique. Ces fonctions vitales recouvrent aussi le domaine du SI, donc du support informatique et des télécoms, avec des fonctions là aussi très importantes pour assurer le fonctionnement du réseau, puisque tous les échanges de données, le monitoring des états, des ouvrages, tout ceci est surveillé par télécommunication. Ça couvre aussi le besoin de pouvoir télécommuniquer entre les opérateurs RTE, mais aussi avec les différentes parties prenantes du réseau électrique, tels que les distributeurs ou bien les producteurs d'énergie électrique, ou aussi nos voisins en Europe. Et enfin, c'est les différents outils qui sont à la disposition des employés pour gérer en temps réel le réseau. Donc c'est par exemple un SCADA, typiquement. Enfin, il y a d'autres activités qui sont aussi listées dans les fonctions vitales. C'est tous les travaux qui peuvent être réalisés en hélicoptère, soit pour réparer, soit aussi pour surveiller ou se rendre sur place pour faire une vérification des ouvrages, pour gagner du temps. Et ça couvre également tout le soutien logistique pour faire fonctionner ces différents métiers que je viens d'expliquer. Donc, notamment, comment s'assurer que dans cette période de crise, les bâtiments qui hébergent les activités vitales soient assurés d'une continuité d'alimentation en eau, en électricité, en nourriture. Enfin, voilà, toutes ces fonctions importantes pour garantir un travail de qualité des opérateurs. Donc ça, c'est la première grande catégorie. Ce sont les fonctions vitales, finalement, ce sont les fonctions dont on ne peut pas se passer. C'est-à-dire qu'il n'est pas question d'avoir une interruption de ces supports, de ces métiers dans l'entreprise
ils doivent être disponibles 24 heures sur 24 et tous les jours de l'année. Et ça, c'est vrai aussi pendant cette période de crise. Ça ne change pas. Maintenant, on a une deuxième catégorie qu'on appelle les fonctions essentielles. Alors ça, ce sont des fonctions qui, contrairement aux fonctions vitales, peuvent être temporairement interrompues. Alors, on ne peut pas se permettre de les interrompre sur un temps long, mais on peut les interrompre durant une certaine période, mais pas pendant 2 mois, par exemple. Donc ça recouvre, par exemple, les métiers du développement et de l'ingénierie du réseau, typiquement pour soutenir les interventions importantes, en cas d'avarie importante sur les réseaux électriques, soit sur des ouvrages, sur un poste, sur un transformateur, sur une ligne. Donc avoir une expertise de haut niveau disponible rapidement. Ça couvre aussi tous les métiers de la finance, des ventes, des achats, pour payer tous nos fournisseurs, pour facturer nos clients et acheter notamment les matériels ou les matériaux qui pourraient servir pour réparer les avaries ou pour poursuivre des chantiers prioritaires. Ça recouvre aussi un domaine important que sont les ressources humaines, avec typiquement la paie des employés qui doit être assurée tous les mois. Et ça concerne aussi la direction générale avec la permanence, une cellule de crise dont je vais vous détailler le contenu, une direction juridique à disposition et les services de santé avec la médecine du travail et la cellule d'écoute qui a été mise en place. Ça couvre également les projets de connexion au réseau avec des chantiers prioritaires tels que peuvent l'être les raccordements offshore pour ne pas perdre trop de temps sur ces chantiers. Donc ça, c'était la seconde grande catégorie, donc des fonctions qu'on peut interrompre temporairement, mais pas de façon permanente. Et enfin, si on va au prochain slide, c'est l'ensemble des autres salariés qui, pour eux, leur travail, bien sûr, est indispensable, mais on peut mettre en place une organisation particulière pour garantir la continuité d'activité de RTE. Et notamment, ce qui est mis en place aujourd'hui, c'est que tous ces autres salariés sont automatiquement aujourd'hui en télétravail. Donc, ils travaillent depuis chez eux. Ça représente à peu près 50% des effectifs de l'entreprise. Bien sûr, les déplacements à l'étranger sont suspendus et toute réunion ou déplacement doit être dûment justifié au management. Et par ailleurs, ces possibles déplacements sont limités aux fonctions vitales et essentielles décrites précédemment. Ensuite, on a tout un tas de mesures de prévention et de recommandations qui ont été définies par l'entreprise pour faire face à cette période de pandémie. Et ces mesures sont communiquées à l'ensemble des salariés et sont donc aussi applicables pour les salariés qui restent chez eux pour faire du télétravail. Je vous propose maintenant d'aller sur le prochain slide pour vous présenter quelles sont les mesures qui sont mises en place et les recommandations qui sont mises en place par la cellule de crise de RTE. Alors, il y a une cellule de crise dédiée à cette pandémie qui a été créée à partir de fin février et qui met à jour régulièrement les informations et les consignes qui doivent être respectées au sein de RTE. Ce que je voudrais particulièrement vous montrer, ce sont les différentes fiches thématiques qui ont pu être éditées et qui sont à destination de tous les salariés, mais aussi du management, donc avec des thèmes différents pour chacune de ces fiches. Là, je vous en montre 4, qui sont par exemple les fiches gestes barrières, que doivent absolument respecter l'ensemble des salariés, non seulement au travail, mais aussi chez eux, et j'ai même envie de dire dans leur vie personnelle de tous les jours, y compris le week-end. Une fiche symptômes, une autre port du masque pour savoir comment bien positionner le masque, et une fiche chantier, par exemple, qui décrit les gestes et comportements à respecter sur un chantier.
Alors, je vous ai mis sur la partie droite de l'écran, justement, 2 extraits de cette fiche qui fait 4 pages, et pour lesquels, finalement, vous avez une signalétique qui se veut assez facilement compréhensible, avec, vous voyez, des images pour chacune des grandes idées, chacun des grands principes que doit respecter le salarié lors de son travail. Donc là, c'est plus spécifiquement pour les employés qui continuent à travailler sur des chantiers, quelles sont les mesures à absolument respecter, avec une signalétique. Donc vous avez le port du masque, vous avez la distanciation sociale, mais si vous regardez en bas aussi, vous voyez par exemple quelqu'un avec un casque et une visière. Ça, c'est voilà, dans le cas où des salariés doivent travailler de façon très proche et qu'ils ne peuvent pas respecter la distanciation sociale recommandée. Dans ce cas-là, une seconde barrière de protection doit être mise en place avec une visière, par exemple. Bon, voilà, ce sont beaucoup de mesures qui ont été édictées au fur et à mesure de l'avancée de la pandémie, au fur et à mesure des connaissances que l'entreprise pouvait collecter, soit auprès des services sanitaires comme auprès du gouvernement, pour mettre à jour ces informations, les enrichir et être au plus près des salariés concernés. Je vous propose d'aller sur la prochaine slide. Alors, pour tous les autres salariés qui ne sont pas forcément sur des chantiers, très rapidement, dès début mars, les premières fiches qui portaient sur les gestes barrières ou les symptômes ont tout de suite mis en avant des règles de base telles que la distanciation sociale, un port du masque est obligatoire. Donc là, l'entreprise fournit pour les salariés qui viennent sur des sites de travail de RTE 2 à 3 masques de travail par jour. L'imposition de se laver les mains de façon récurrente. Aussi, on nous demande de nous déplacer en véhicule privé. Donc ça, c'est pas du tout la position long terme de l'entreprise, mais qui est simplement soutenue pendant cette période de pandémie, de façon à réduire les chances de contracter le virus en prenant les transports en commun. Et c'est aussi un autre thème important qui est d'éviter de se prêter des outils entre employés. Donc, typiquement, un tournevis, une clé à molette, ça, bien sûr, on demande à chacun des employés d'avoir son propre matériel et d'éviter de se le prêter. Et dans le cas où on se le prête, de bien nettoyer l'outil avant et après son utilisation. Toujours pareil pour éviter de propager le virus les uns les autres. Mais ce qui est vrai pour un tournevis ou une clé à molette est aussi vrai pour un téléphone dans une salle de conduite ou bien pour un clavier d'ordinateur ou une souris d'ordinateur, bien sûr. Je propose de continuer sur le prochain slide. Alors, de façon un peu plus concrète sur la gestion des équipes et ce que je peux vous dire dès à présent de ce qu'on a pu mettre en place à RTE, lorsqu'on est obligé d'avoir les employés sur site, un certain nombre d'aménagements ont été faits. Donc déjà, par exemple, dans les salles de conduite, on a diminué de 3 à 2 les périodes de quart au sein de la journée. Donc on est passé sur un rythme de 2 fois 12 heures systématiquement afin de réduire la fréquence d'échange physique entre les opérateurs. Je peux vous donner aussi le retour d'expérience de certains autres pays européens qui, eux, vont même un peu plus loin en utilisant la salle de conduite principale et aussi la salle de conduite de repli alternativement afin que l'équipe de car qui vient faire la relève ne croise pas physiquement l'équipe de car qui va bientôt quitter la salle de conduite. Donc ils vont pouvoir échanger sur la situation du réseau par téléphone entre les 2 salles de conduite, mais il n'y aura pas d'échange physique entre les opérateurs. Donc ça aussi, ça permet de limiter les risques de propagation, et ça permet aussi, lorsque l'équipe suivante viendra, de permettre un nettoyage en profondeur des salles avant leur utilisation par l'équipe suivante qui va monter en quart.
Donc ça, c'est un sujet qui est assez récurrent, hein. Vous voyez, ce nettoyage des outils des salariés, que ce soit sur les chantiers ou que ce soit dans les bureaux. C'est un point de vigilance important pour stopper la propagation du virus, ainsi que le fait d'avoir un masque de façon permanente, évidemment de ne pas se saluer avec la main et de rester à une distance suffisante pour éviter de se propager le virus. À ce titre, beaucoup de gestionnaires de réseau ont réagencé leurs salles de conduite de façon à écarter les bureaux les uns des autres. Même chose dans les cantines, typiquement, de façon à laisser un siège vide à minima entre deux personnes sur une même table. Voilà, tout ça pour créer une distance de travail suffisante entre les employés. Donc ça, c'est ce qui a été mis en place aujourd'hui. Maintenant, il y a aussi un plan qui existe si la situation s'aggrave. On espère que ce ne sera pas le cas, mais on prévoit quand même le pire. Donc là, c'est de demander à des employés volontaires, typiquement en salle de conduite, de rester confinés pendant une durée supérieure à une semaine, de façon, là aussi, à limiter les échanges physiques entre les opérateurs. Si tel était le cas, pour occuper un poste qui doit être tenu 24 heures sur 24, dans ce cas-là, on prévoirait d'avoir 3 équipes, donc 3 personnes pour un fauteuil qui doit être occupé 24 heures sur 24. Dans ce cas-là, il y a besoin de s'assurer toute une chaîne logistique pour ces employés, si on mettait en œuvre un tel confinement, avec un environnement qui soit suffisamment sain et confortable pour eux, typiquement avec des lits, de la nourriture, et s'assurer qu'ils aient une hygiène normale. Et enfin, dans le cas, en plus du confinement, où on est, par exemple, moins d'opérateurs disponibles, eh bien là, on pourrait éventuellement passer en mode dégradé pour certains process. Typiquement, les process marché, on a déjà prévu, et c'est déjà validé par le régulateur, c'est déjà communiqué auprès des acteurs de marché, que les activités de marché seraient concentrées autour des activités J-1 et qu'on laisserait un peu plus les activités infrajournalières pour se concentrer sur les activités J-1. Aussi, sur les chantiers de maintenance, on a fait une différenciation entre les différents chantiers qui étaient en cours avant le début de l'épidémie, de façon à se concentrer sur les chantiers prioritaires pour, là aussi, concentrer nos ressources disponibles sur ce qui doit absolument continuer, et aussi préparer la sortie de crise, préparer le déconfinement pour accompagner une remontée en charge normale, nominale, des employés, et pour anticiper tout ce qui va être un peu critique, qu'on sent, tel que la chaîne logistique pour le matériel ou les matériaux, mais ce sera aussi l'ambition d'accompagner le redémarrage de l'économie pour être tout de suite présent auprès des éventuels clients qui en auraient besoin immédiatement dès la sortie du confinement. Donc voilà ce que je vous propose comme retour d'expérience. Vous pourrez trouver un peu plus de détails si vous le souhaitez sur le site de RTE. Et puis voilà, je pense que sinon on peut commencer les questions. Merci beaucoup François-Xavier. Moi j'avais une première question à vous poser. Dans le précédent slide, vous dites dans le cas où l'épidémie s'aggraverait. Mais oui. Qu'est-ce que vous entendez est-ce que vous avez mis des échelles, des niveaux? À quel moment vous considérez qu'elle s'aggrave réellement? Alors là, ce sont comme ça a été dit un peu précédemment, on a des plans de continuité d'activité, mais évidemment, chaque crise est unique, et donc on n'a pas forcément un curseur qui est bien précis lorsqu'on rentre dans la crise. Aujourd'hui, on a différents niveaux de crise, et nous ne sommes pas dans le niveau le plus critique. Et si on devait passer à un niveau encore plus critique dans les différentes actions que l'on prévoit de mettre en place, telles que ce confinement des opérateurs dans les salles de conduite, ce serait de toute façon une décision du très haut niveau de management de l'entreprise.
Donc, finalement, c'est la cellule de crise qui, en lien avec les autorités, mais surtout en lien avec le management au plus haut niveau de l'entreprise, va estimer quel est le curseur qui fait que nous passons d'une situation de crise à une situation qui soit encore plus critique ou non. Là, j'imagine que les paramètres qui étaient suivis, c'est typiquement quel est le nombre de personnes infectées au sein de l'entreprise. Quels sont les métiers, notamment les postes des fonctions vitales, quel est le niveau de contamination des opérateurs dans ces fonctions vitales. Voilà. Et ça va être un curseur typiquement pour choisir de passer dans une situation qui soit davantage critique ou pas. D'accord. Alors, on a beaucoup de questions et je le rappelle, hein, si vous souhaitez prendre la parole, merci de nous le mettre par chat ou toute question évidemment par chat aussi. Donc, on a plusieurs questions. Alors, je vais un peu prendre au hasard, mais comment pensez-vous que l'on doit intégrer les mesures gouvernementales de gratuité des consommations d'électricité dans le plan de continuité d'activité lorsque la part des ménages représente plus de 50% du chiffre d'affaires? Je ne sais pas si c'est pour vous ou sinon pour Simon, mais est-ce que vous, sur la partie RTE, vous intégrez effectivement ces éléments de réflexion? Alors, nous, oui, à la demande des autorités, tel que c'est mentionné là dans la question, effectivement, on demande à l'entreprise, d'être davantage flexible sur le règlement des factures de la part de nos clients, typiquement. Et à l'inverse, on nous demande d'être particulièrement vigilants au paiement le plus rapidement possible de nos fournisseurs, de façon à ce que l'entreprise ne puisse pas profiter de la situation pour optimiser un peu ses finances. Et au contraire, d'être un facilitateur au niveau national pour régler ses fournisseurs et en même temps laisser un peu plus de marge et de temps à nos clients, tout simplement dans une optique, j'ai envie de dire, patriote d'accompagner l'économie du pays. Voilà. Bon, ça, évidemment, c'est une demande des autorités qui se juge aussi à la robustesse financière, j'ai envie de dire, de l'entreprise. Donc, c'est pas forcément une réponse évidente pour laquelle je peux apporter une réponse pour chacune des autres entreprises, mais en tout cas, le message qui a été demandé à RTE en France, c'est celui-ci, c'est d'être plutôt un amortisseur de façon à accompagner les partenaires économiques de RTE pour la partie client et la partie financière. Alors peut-être, Simon, sur la partie Afrique, tu pourrais ajouter des compléments d'information. Simon, est-ce que tu es avec nous? Non, j'ai l'impression qu'il n'est pas avec nous. Alors, on va poursuivre. Quelles sont les… Alors, j'ai une question. Quelles sont les mesures particulières pour accompagner le déconfinement? Alors, donc pour accompagner le déconfinement, j'ai envie de vous répondre sur deux axes. Un premier axe, ça va être comment on va accompagner le déconfinement des salariés, et le deuxième axe, ça va être comment on va accompagner le déconfinement du pays et de l'économie. Alors, sur le premier axe, sur les salariés, on va avoir un retour progressif des employés qui étaient actuellement en télétravail sur les sites de travail RTE, de façon à pouvoir continuer les différents gestes barrières que j'ai pu vous évoquer, tels que le port du masque, tels que la distanciation sociale. Ce sont des éléments qui ne vont pas disparaître du jour au lendemain dès que le déconfinement s'amorce en France. Donc, il est prévu pour l'instant que ce soit à la mi-mai en France. Donc nous, à la mi-mai, côté RTE, toute personne qui va revenir sur les sites de travail RTE va devoir continuer à appliquer les différents gestes qui ont pu être détaillés précédemment. Donc on ne va pas avoir 100% des effectifs de retour à la mi-mai, ça va être progressif. On commence avec un tiers, puis 50%, et avec une montée en charge, de façon aussi à appréhender quelle va être la situation sanitaire dans le pays.
Donc ça, c'est le premier axe. Donc finalement, on conserve les mesures de précaution sanitaire. Maintenant, sur le point de vue relation avec les clients, accompagnement du déconfinement de l'économie, ça c'est un sujet d'attention particulière dans l'entreprise, de pouvoir être au rendez-vous lorsque l'activité va reprendre. Donc que ce soit pour accompagner la hausse de consommation qui va avoir lieu, comme la hausse de production aussi à laquelle on s'attend, mais aussi reprendre tous les chantiers en cours. Hein, on avait parlé dans l'introduction des différents chantiers des ENR. Donc moi, j'ai pu vous brièvement aborder le sujet du raccordement offshore, donc de tous les éoliens offshore en mer. Voilà, ce sont des sujets pour lesquels pour lesquels l'entreprise souhaite être au rendez-vous et accompagner la reprise économique en n'étant pas un frein pour le raccordement des clients, que ce soit des producteurs offshore ou des clients consommateurs qui ont besoin d'une nouvelle connexion au réseau RTE. Voilà, nous allons faire en sorte, pareil, de reprioriser nos chantiers pour accompagner nos clients, quitte à devoir replanifier un certain nombre de chantiers internes, bien sûr en respectant la criticité des chantiers et l'apport en sécurité qu'ils apportaient sur le réseau ou pas. Mais voilà, l'entreprise se veut flexible et se veut surtout au rendez-vous pour accompagner les clients, leur raccordement au réseau de transport. Une petite question sur qui s'occupe de la désinfection des salles de conduite. Est-ce que vous avez internalisé, externalisé un prestataire? Comment ça se passe? Alors, je ne suis pas au courant de tous les détails, mais jusqu'à présent, ces tâches étaient externalisées. Après, ce qu'on fait en plus, c'est que sont mises à la disposition des opérateurs un nombre d'équipements tels que le masque, tels que du gel hydroalcoolique, tels que des gants, de façon à eux aussi pouvoir immédiatement, lorsqu'ils arrivent sur site, nettoyer leur matériel et lorsqu'ils le quittent, le nettoyer par eux-mêmes aussi. Donc c'est aussi par une responsabilisation des opérateurs ou des salariés en général que l'on améliore la désinfection des sites de travail et notamment des salles de conduite. Alors, j'ai une question qui vous est peut-être destinée, mais aussi à Julien, ou en tout cas, n'hésitez pas aussi, Julien ou Simon, à intervenir. N'est-ce pas, la question est un peu sensible, n'est-ce pas un moment stratégique pour évaluer la capacité de travail de l'organisation en mode réduit et réévaluer son effectif de main-d'œuvre? Je veux bien répondre, Olivier, si tu… Ah oui, avec plaisir. Je pense que, comme le disait François-Xavier dans son discours, là, ce qui est fait par les entreprises, c'est de prioriser les activités sur les activités qu'on considère comme vitales ou essentielles. C'est effectivement un sujet sensible parce que ça ne veut pas dire que les autres fonctions sont inutiles à la poursuite de l'activité. C'est juste que là, dans la situation actuelle, on priorise les ressources et les moyens sur ces activités-là qui doivent permettre d'assurer la continuité du service aux clients et le fonctionnement des infrastructures. Donc, en ce sens, on est quand même dans une période très particulière qui est vraiment à part par rapport au fonctionnement normal de l'organisation. Et les autres activités n'arrêtent pas de travailler. C'est juste que les autres activités sont en télétravail, comme vous le disiez par exemple, ou peuvent être avec une charge de travail un peu plus limitée, mais ne s'arrêtent pas de fonctionner. Donc, c'est pas forcément la période de crise n'est pas sans doute le meilleur indicateur de la capacité à optimiser les ressources sur l'ensemble des activités de l'entreprise. Et pour compléter ce que dit Julien, c'est peut-être une bonne période toutefois pour tester certaines choses ou l'efficacité de certaines mesures. Il y a le travail à distance évidemment qui revient souvent, mais tout ce qui concerne la dématérialisation,
ou de certains actes de contrats, de facturation qui avant devaient obligatoirement passer par le bureau d'ordre et être tamponnés, signés. Donc, pour prendre un exemple, la période actuelle est l'occasion en fait de tester des choses et de les mettre en œuvre plus rapidement que en suivant un process de mise en place normal qui aurait mis très longtemps. Donc, c'est aussi l'occasion de tester certains modes de fonctionnement. Simon, j'entends ta douce voix et j'en suis ravi. Et j'ai une question pour toi, c'est quels pourraient être les impacts des décalages ou annulations des projets d'énergie renouvelable sur les coûts des futurs projets de centrales solaires et éoliennes, etc. Il n'est pas impossible que les prix augmentent dans les prochains projets. Si vous vous souvenez, dans les dernières revues de presse, on avait vu qu'il y avait certains signaux, même dans celle-là qui a été présentée par Yacine tout à l'heure, certains signaux de constructeurs qui indiquent qu'en raison des difficultés qu'ils ont connues, ils n'ont pas pu produire autant de matériaux ou de composants que prévu. Je pense à tout l'approvisionnement qui est critique en Chine, par exemple, de cellules photovoltaïques, où ils ont le quasi-monopole sur tout ce qui est photovoltaïque silicium cristallin. Et donc, ils n'ont pas pu produire autant que prévu. Donc, il y a une demande qui est plus forte que l'offre et donc des prix qui peuvent augmenter. Donc, ça, c'est pas du tout impossible que ça ait un impact à la hausse sur les prix. Simon, j'aimerais bien compléter ta réponse. Au niveau de l'évolution des prix, en fait, même si elle apparaît conjoncturelle, c'est sûr au fait qu'elle va influencer les courbes d'anticipation sur le moyen et le long terme. Aujourd'hui, ces courbes, c'est sur ces courbes que sont construits les business plans des projets ENR, et certainement avec des variations de prix actuelles et une situation conjoncturelle actuelle, elle aura des conséquences long terme sur l'évaluation et la valorisation des prix de vente d'électricité et du coup, par conséquence, le prix de valorisation des projets ENR. Et aujourd'hui, on observe globalement une baisse on avait parlé de 30% au niveau du marché spot de l'électricité. Typiquement, la compétitivité de l'éolien, elle est mise en jeu dans des situations pareilles. Donc, certes, il y aura des conséquences sur les prix, sur les business plans des futurs projets ENR, mais il y a une incertitude qui règne encore sur tout ça, puisque aujourd'hui, on n'est pas encore sorti de cette crise et les phénomènes qui sont observés sur le marché ne s'étalent pas encore sur des périodes qui permettent d'avoir des projections de long terme. Merci Yacine. Une question, alors là, pour revenir à la page 27, c'est qui me semble particulièrement intéressante, c'est quelles sont les principales erreurs observées chez les opérateurs électriques en matière de continuité d'activité? Peut-être François-Xavier, est-ce que vous nous ferez part un peu de vos erreurs ou de ce que vous pouvez voir chez des homologues? Alors, je ne veux pas être prétentieux, mais je les cherche. J'ai l'impression de les chercher un peu. Non, j'ai envie de vous dire que pour cette crise-ci, en tout cas, la continuité se passe bien, heureusement, tant mieux, pour l'instant en tout cas. On a le sentiment que la situation va même s'améliorer d'un point de vue sanitaire. Donc, j'ai envie de dire que pour l'instant, on ne voit pas trop d'erreurs. Alors après, sans doute qu'on peut se dire, tiens, on pourrait s'améliorer. Je pense notamment aux chantiers. On a quand même un nombre très limité de chantiers qui ont continué dans notre entreprise. Voilà, là, on peut se demander, plutôt que de dire est-ce que ça n'a pas marché, est-ce qu'on n'aurait pas pu en faire plus? Voilà, je pense que ça, ce sont typiquement des sujets qu'on peut débattre. Je cherche aussi chez nos voisins européens, il n'y a pas de problématique d'alimentation. Donc, ouais, je n'ai pas d'autres éléments à vous apporter malheureusement sur cette question en particulier. Oui, nous ce qu'on observe… Vas-y. Pardon.
Juste pour aller dans le sens de ce qui vient d'être dit, nous, dans les secteurs dans lesquels on intervient en tant que consultant, les opérateurs secteur électrique sont généralement bien préparés à ça. La continuité d'activité, c'est dans les gènes de ces sociétés-là. Le fait que le courant ne se stocke pas, je pense que ça aussi implique un outil industriel qui fonctionne, qui fonctionne en continu sans faire de jeu de mots d'électricien. Donc, on observe que les sociétés d'électricité sont mieux préparées que les autres, en tout cas, sur la continuité d'exploitation. Après, en matière de gestion de crise, là, on en a débattu les dernières fois. Je pense qu'il y a des sujets autour notamment de la communication, l'approche avec les clients, l'approche financière, les méthodes d'organisation à mettre en place pour travailler dans des environnements un petit peu plus nouveaux ou d'équipes de management plus resserrées. Là, il y a des améliorations qui peuvent être faites, mais sur la continuité d'activité industrielle, je pense que les opérateurs électriques sont généralement un peu en avance par rapport aux autres. Autre question, c'est avez-vous des conseils pour protéger les ressources critiques? François Xavier, peut-être? Alors, oui, moi j'ai envie de vous dire que le premier conseil, c'est de limiter l'accès physique aux employés strictement nécessaires au bon fonctionnement de vos process. Voilà. Donc, vous voyez ce que je vous ai présenté en introduction, le fait de différencier les différentes fonctions dans l'entreprise de façon à ne laisser venir que le strict nécessaire. Voici le premier conseil. Il n'y a pas besoin de tout le monde qui a besoin d'être physiquement présent auprès de ces éléments critiques de votre entreprise. Le deuxième point, c'est, dans le cadre de cette crise, de bien respecter les règles d'hygiène de base, hein, distance, port du masque dans la mesure où c'est possible, et limiter les échanges physiques entre les employés. Voici les conseils que je peux vous donner avec le retour d'expérience de RTE sur comment protéger vos biens les plus critiques. Et pour compléter ce qui vient d'être dit, on en avait discuté lors de la dernière session, il y a un sujet aussi de sensibilisation auprès des familles aussi, des personnels clés, pour que toutes les personnes au sein du foyer, vivant au sein du foyer ou en contact avec le personnel clé, puissent aussi être au même niveau d'information sur les bonnes pratiques, les gestes barrières, accès aussi aux équipements lorsque c'est possible de désinfection de masques. Donc là aussi, c'est aussi une population à viser quand on parle des personnels clés, aussi penser à leur environnement quotidien et familial. Oui, je rejoins hein, tout à fait. Toutes ces mesures qui sont demandées d'être respectées par le personnel, elles ont besoin d'être respectées même en dehors des heures de travail, dans la vie personnelle des gens et effectivement dans leur cadre familial. Ouais. Julien, tu l'avais un peu évoqué, mais je reviens sur ce point qui me semble important, c'est d'après votre expérience, est-ce que les PCA pandémie du Covid sont très différents des PCA classiques? Alors, tu disais qu'effectivement, il y a des différences, mais est-ce que l'un et l'autre, vous pourriez préciser finalement quelles sont les différences? Est-ce qu'il faut avoir un PCA pandémie spécifique? Est-ce qu'à l'avenir, il faudra penser à avoir son PCA pandémie? Oui, merci Olivier. Ce que je disais tout à l'heure dans mon propos, c'est qu'il y a surtout une différence entre la façon dont on faisait des PCA il y a encore 10 ans, une petite dizaine d'années, et les nouvelles approches que l'on développe, où avant on se centrait sur les causes et les scénarios, et donc on était plutôt sur faire des PCA par type de scénario. Et on se rend compte ces derniers temps, et la crise du Covid renforce ça, que du coup ces plans peuvent apparaître trop rigides face à une crise qui rentrerait pas exactement dans la case du scénario tel qu'on l'avait anticipé. Et donc on peut se retrouver avec derrière différents biais
notamment le processus de prise de décision, où à essayer de vouloir coller un plan qui avait été travaillé en amont, mais qui correspond pas forcément aux besoins ou à la réalité de la crise, on peut prendre des décisions pas toujours optimisées. Et que donc le PCA là, Covid-19 n'est pas tellement un PCA à disponibilité des collaborateurs, mais plutôt réorganisation du travail pour tenir compte des contraintes de confinement et de la disponibilité des lieux de travail dans un certain nombre de cas. C'est surtout ça la différence. Il faut plus travailler dans le cadre des PCA sur les conséquences et l'indisponibilité des grandes ressources qui permet plutôt de s'adapter à tout type de crise, peu importe l'origine, que sur justement des PCA par nature de crise. Où là, on pourrait se retrouver bloqué, où on a une crise, ou une crise qui mixerait aussi plusieurs causes, et dans lequel, du coup, les plans seraient pas adaptés. Merci, Julien. Alors, peut-être, avant de conclure, Simon, François-Xavier, est-ce que vous aviez des éléments à partager? Est-ce que, Simon, toi, sur la question de la gratuité, ou est-ce que tu avais d'autres éléments à partager, comme tout à l'heure, on n'a pas pu t'entendre? Oui, tout à l'heure, je crois qu'il y a une question sur le sujet, voilà, de la prise en charge des facilités qui seraient octroyées aux consommateurs par le gouvernement. Donc, c'est-à-dire, on observe dans plusieurs pays, on en a déjà parlé, des baisses de factures ou alors de la gratuité des services de distribution d'électricité, etc. Selon nous, c'est pas à l'opérateur de prendre en charge financièrement ce coût-là. Parce que là, on est plutôt dans du maintien, du maintien de services publics de base. C'est plutôt un sujet de rôle de l'État, d'intervention de l'État. Et donc, il est très important pour que les opérateurs s'accordent avec les gouvernements pour voir quels sont les mécanismes de compensation qui vont exister et puis sous quelle forme et dans quel délai ils vont être mis en place. Si besoin, il y a également les bailleurs de fonds qui ont déjà prévu, qui approchent d'ailleurs les sociétés d'électricité pour ouvrir leur proposer des lignes de crédit pour faire face aux difficultés de liquidité entraînées par ces dispositions gouvernementales. Donc là encore, comme on a dit la dernière fois, je pense qu'il est important qu'il y ait un dialogue entre l'opérateur électrique, le gouvernement, mais aussi d'autres opérateurs de services essentiels comme l'eau ou les télécoms, et surtout l'eau, qui peuvent faire l'objet aussi de même type de mesures pour qu'il y ait pour discuter de la façon dont la prise en charge sera assurée par l'État et dans quel délai. Ça, c'est très important pour le DAF, le financier de la société d'électricité, pour qu'il puisse refaire ses projections et qu'il puisse savoir à partir de quand il sera dans une situation financière qui retrouvera un petit peu la normale pour pouvoir refaire ses prévisions financières, etc. Voilà ce qu'on peut apporter comme complément à la question. Je crois que je ne sais pas s'il y en avait d'autres. Non, François-Xavier, vous vouliez apporter, pour conclure, est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose? Écoutez, non. Non, j'ai rien d'autre. En tout cas, merci beaucoup, François-Xavier, d'avoir accepté de partager votre retour d'expérience sur RTE, qui m'a semblé extrêmement riche, et j'espère que à vous tous également. Merci à tous les intervenants, Julien et Simon. Je vous propose de conclure. J'ai vu un message. Alors, excusez-moi, je suis obligé. Oui, donc, oui, avant de totalement conclure, je vois que Jean-Pierre Taral est avec nous de l'AFD. Donc, Jean-Pierre, je vais vous laisser quelques instants et puis je rappellerai les prochaines dates. Je vous laisse la parole. Merci. Merci Olivier. Non, mais juste 2 mots pour remercier également François-Xavier Détraz pour sa présentation très, très claire, qui a suscité pas mal de questions et qui ancre ces présentations vraiment dans le réel d'un gestionnaire de réseau. Je pense et j'invite les autres participants, les autres sociétés d'électricité qui écoutent à ne pas hésiter à présenter aussi
leur expérience, leur vécu pour que ça soit également, s'enrichir aussi de ce qui peut se passer dans les pays africains voisins. Ou voilà, en quelques mots, je vous laisse présenter la suite des festivités. Merci Olivier. Merci Jean-Pierre. Donc effectivement, donc la prochaine session portera à la fois sur les enjeux de ressources humaines et de supply chain. On aura deux intervenants et j'espère, comme Jean-Pierre, vous avez pu le dire, qu'on aura effectivement un retour d'un ou de plusieurs opérateurs sur le sujet, qui sont des enjeux évidemment majeurs pour vous. Je vous rappelle aussi l'adresse mail sur laquelle vous pouvez à la fois poser vos questions, pensez bien à vous inscrire ou associer de nouveaux collaborateurs. Je vous rappelle, en fonction des sujets, n'hésitez pas à informer d'autres collaborateurs de votre organisation qui a ces sessions pour qu'ils puissent y participer. Et puis, à la suite de cette session sur supply chain et RH, nous aurons la communication de crise et aussi à nouveau un retour d'expérience. Voilà. Merci beaucoup à tous et à toutes et donc à jeudi, je l'espère. Merci beaucoup. Au revoir.